Bonjour à vous tous. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo sur les films qui parlent des Illuminati. Alors dans ces films que je vais vous citer, il y en a plus de 25, même 30 que je vais vous citer. Il y en a beaucoup qui font partie de mes films préférés. Je vais vous dire un petit peu le synopsis de chaque film. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous citer à la fois des films qui parlent directement des Illuminati, et il y en a assez peu, et d'autres qui parlent des Illuminati en utilisant des métaphores pour parler indirectement des Illuminati. Il faut savoir que cette image, qui peut paraître caricaturale et mystique, elle a souvent été utilisée au cinéma pour critiquer l'oligarchie mondiale ou une élite politique. Donc, on aura les films qui parlent directement des Illuminati, des films qui parlent des Illuminati mais pour désigner en fait l'oligarchie mondiale ou l'élite politique, et on aura les films qui utilisent vraiment la science-fiction pour encore plus cacher le message, comme par exemple dans la série des films Marvel, enfin je vous expliquerai ça, pour parler indirectement de ces gens-là. Donc il est intéressant de voir comment à divers degrés, à diverses époques, on a pu retrouver l'évocation Illuminati dans le cinéma. On peut parfois le retrouver à travers une imagerie qui se traduit par des symboles maçonniques, judaïques ou encore satanistes. Mais parfois certains films ciblent de façon plus directe l'oligarchie mondiale, comme je vous le disais. D'autres vont plutôt évoquer des sectes secrètes et satanistes. Tous ces éléments se rejoignent finalement dans la théorie Illuminati. Donc, je vous propose une liste de films qui, chacun à leur façon, ont évoqué cette idée d'Illuminati, d'un petit groupe de puissants dominant le monde, exploitant ses habitants, ou se rassemblant en secte pour semer le mal et le chaos. Voilà, je pense que vous allez vous régaler, et je pense même parmi ceux d'entre vous qui croient connaître tous les films sur ce sujet, vous allez forcément découvrir des choses. Alors, en premier, je citerai vraiment le film 23. Pas le nombre 23 avec Jim Carrey, hein. Le film 23, un film allemand, réalisé par Hans Christian Schmidt en 98. Donc l'histoire se passe à Hanovre, en Allemagne, durant les années 80, et s'inspire d'une histoire vraie. Karl Koch est un jeune hacker de génie. Les romans de l'écrivain Robert Anton Wilson nourrissent l'esprit torturé du jeune homme qui se persuade de l'existence d'une dangereuse société secrète, les Illuminati. Karl et plusieurs amis participent au Chaos Computer Club, qui pirate les réseaux informatiques de grandes entreprises dans un idéal de partage général des informations. Notre héros entre bien en contact avec le KGB pour livrer des informations volées, afin de maintenir l'équilibre des forces entre États-Unis et Union soviétique dans la guerre froide. Mais mal entouré, talonné par des ennuis financiers et la toxicomanie, il exécute bientôt ses missions d'espionnage industriel pour l'argent seul. Au fil de l'intrigue, Karl se montre de plus en plus obsédé par le nombre 23, qu'il voit comme la signature de la secte des Illuminati. Cette obsession lui fait peu à peu perdre le sens des réalités. Alors ce film est un de ceux qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. C'est pas un film qui a coûté des milliards, un gros blockbuster américain, mais il est très très intéressant, surtout si vous aimez un peu l'informatique, la problématique des hackers, etc. Ou même l'anarchisme, ou le sujet des Illuminati. Ensuite, vous avez bien évidemment le film Anges et démons, tiré du film de Dan Brown. Donc le film est de Ron Howard. Alors que le pape est mort et que les cardinaux vont entrer en conclave, les Illuminati, une ancienne et puissante société secrète traquée par l'église catholique, dérobent de l'antimatière au CERN, à Genève, et placent cette bombe à retardement au Vatican. De plus, ils enlèvent les préfériti, c'est-à-dire les cardinaux les plus papables, et envoient une vidéo à la garde suisse expliquant qu'ils comptent en tuer un toutes les heures avant que la bombe n'explose. Robert Langdon, professeur en symbologie à l'université Harvard, à qui l'Église a refusé plusieurs fois l'accès à ses archives, est appelé en urgence par le Vatican pour les aider à délivrer les préfériti et retrouver la bombe. Avec Vittoria Vetra, la scientifique italienne à qui l'antimatière de la bombe a été volée, il s'embarque dans un jeu de piste mouvementé, passant par des cryptes scellées, des catacombes dangereuses et des cathédrales désertes, en essayant de décrypter le rébus vieux de 400 ans laissé par Galilée. Donc, bien évidemment, j'avais lu le roman que j'avais trouvé extraordinaire quand j'étais plus jeune, et le film, bien sûr, ça peut pas reprendre exactement l'univers du livre, mais je trouvais qu'il était vraiment, vraiment pas mal fait, et vous pouvez tout à fait aborder le film, même sans avoir lu le livre. Vous verrez, vous serez tenu du début à la fin par l'intrigue. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes films préférés. L'Imaginarium du Dr Parnassus, donc qui est un film de Terry Gilliam sorti en 2009. Avec sa troupe de théâtre ambulant, l'Imaginarium, le Dr Parnassus offre au public l'opportunité unique d'entrer dans leur univers d'imagination et de merveille
en passant à travers un miroir magique. Mais le docteur Parnassus cache un terrible secret. 1000 ans plus tôt, ne résistant pas à son penchant pour le jeu, il parie avec le diable, Monsieur Nick, et gagne l'immortalité. Plus tard, rencontrant enfin l'amour, le docteur Parnassus traite de nouveau avec le diable et échange son immortalité contre la jeunesse. À une condition, le jour où sa fille aura 16 ans, elle deviendra la propriété de Mr. Nick. Maintenant, il est l'heure de payer le prix. Pour sauver sa fille, il se lance dans une course contre le temps, entraînant avec lui une ribambelle de personnages extraordinaires, avec la ferme intention de réparer ses erreurs du passé une bonne fois pour toutes. Alors ce film ne parle pas explicitement des Illuminati, mais vous allez voir, il y a plein de triangles, enfin de delta avec l'œil qui voit tout au long du film, et on a également plein de symboliques chères aux Illuminati, c'est-à-dire une symbolique un petit peu Alice au pays des merveilles, passer de l'autre côté du miroir, aller au-delà de l'arc-en-ciel, over the rainbow, toutes ces symboliques qui sont Illuminati. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a dans le film Heath Ledger, qui jouait le rôle du Joker dans le Batman, où vous savez, à mon avis, il avait le tournage de Batman en même temps que celui de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Et donc, il est mort pendant le tournage de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Et le réalisateur a dû trouver d'autres acteurs pour jouer son rôle, c'est-à-dire qu'il se démultiplie en termes de personnalité. Et on a entre autres Johnny Depp, on a deux autres acteurs dont j'ai oublié le nom. Et je trouve que c'est très très symbolique. On pourrait aussi se prendre la tête sur le fait de se demander pourquoi il est mort pendant le tournage d'un film Illuminati, quoi. Bon, Batman aussi, hein, d'une certaine façon, est un film qui pourrait parler des Illuminati. Donc tout ça, ça ajoute encore plus à l'étrange du film. Alors, on a également le film Soleil Vert de 1973. C'est un film culte de science-fiction avec Charlton Heston. Cette œuvre choc démontre comment une oligarchie détruit la planète et exploite les humains dans tous les sens du terme. On y voit également en scène un véritable complot du gouvernement américain à travers la firme Soleil Vert. Tout cela peut évidemment faire écho de façon indirecte au Watergate ou au meurtre de Kennedy. Les films américains de cette époque commencent à montrer leur désillusion. Donc c'est un film qui ne parle pas directement des Illuminati, mais d'une oligarchie mondiale qui souhaite dépeupler le monde. Je vous en dis pas plus, donc c'est vraiment un film à voir, un film référent si vous ne connaissez pas déjà. Bon, ça laisse sur un goût assez amer, mais c'était plutôt des films qui étaient faits pour nous alerter. Vous avez aussi le film La Montagne Sacrée, de 1973 également, The Holy Mountain, ça c'est le titre en anglais. Film universel et véritable objet cinématographique de fascination, La Montagne Sacrée a recours à des tas de symboliques à travers lesquels on retrouve le satanisme et les Illuminati. On se souvient que le film précédent d'Alexandro Jodorowsky, El Topo, mettait déjà en scène des symboles Illuminati. Dans La Montagne Sacrée, on retrouve cette idée de 9 personnages qui domineraient le monde. En l'occurrence, ceux qui veulent devenir ces personnages légendaires sont les parfaits représentants de l'oligarchie du monde occidental libéral. Jodo montre donc comment on manipule les esprits par diverses industries, arts et entreprises. Au final, le constat est simple. Toute grande entreprise n'est qu'un maillon d'une chaîne destinée à dominer et exploiter le monde. Une vision satirique, grotesque, mais ultra pertinente. Alors maintenant, je vais vous parler de divers films qui sont tirés de l'univers Marvel. Alors globalement, dans l'univers Marvel, les représentants des différentes factions super-héroïques et races cachées de la planète forment une société secrète nommée les Illuminati. Ses membres sont le Docteur Strange, sorcier suprême de la Terre, dont ils ont sorti un film, je vais vous en parler, Namor, le prince des mers, un Atlante, Flèche Noire, roi de la race des Inhumains, Charles Xavier, fondateur des X-Men et un des plus puissants mutants du monde, Reed Richards, Mister Fantastique, chef de l'équipe d'aventuriers Les 4 Fantastiques, dont ils ont tiré aussi un film, je vous en parlerai, et Tony Stark, l'industriel milliardaire, super-héros, en armure sous le nom d'Iron Man. Alors, dans tous les films tirés de l'univers Marvel, il y a plus ou moins des symboliques Illuminati, déjà. Ça c'est clair. Donc je vous parlerai d'abord du film Doctor Strange, film qui est réalisé par Scott Derrickson. Célèbre et brillant neurochirurgien, le docteur Stephen Strange est cependant dépassé par son égocentrisme qu'il fit avoir un accident de voiture. Ses mains furent broyées et aucune technologie ne peut les réparer. Déterminé à trouver un remède, il entreprend un voyage vers le sanctuaire de Kamartaj au Népal. Il y rencontre l'Ancien et découvre les secrets des arts mystiques. Il combattra aux côtés de Mordo, un ancien adepte du sanctuaire,
Caecilius, qui souhaite invoquer Dormammu pour plonger la Terre dans la dimension noire. Strange, avec l'aide du puissant artefact l'œil d'Agamotto, renfermant la gemme du temps, réussit à détruire Caecilius et sauver la Terre. Donc vous avez aussi le film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, qui est sorti récemment, qui a été réalisé par David Yates. Il s'agit du deuxième volet de la série Les Animaux Fantastiques. Alors pour moi, il fait à la fois référence à l'univers Marvel, mais il y a également quelques éléments de Harry Potter, puisqu'il s'agit d'une adaptation de J.K. Rowling. Alors ce film, dans lequel il y a notamment Johnny Depp et Jude Law, qui jouent également les deux bizarrement dans le film que je vous ai cité précédemment, l'Imaginarium du Docteur Parnassus. C'est souvent des acteurs qui jouent dans le même type de film. Alors voici le synopsis résumé. En 1927, quelques mois seulement après son arrestation par le Congrès magique des États-Unis, Gellert Grindelwald s'évade et souhaite rassembler des sorciers de sang pur afin de régner sur l'ensemble de la population non magique. Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie britannique de Poudlard et ancien ami d'enfance de Grindelwald, semble le seul en mesure de l'arrêter. Dumbledore se dit incapable d'affronter lui-même Grindelwald et conseille discrètement à son ancien élève, Norbert Dragono, de retrouver le jeune Croyance Belbos en quête de son identité avant que Grindelwald ne puisse l'influencer. C'est l'occasion pour Norbert de retrouver ses amis Tina, Queenie et Jacob. Alors j'ai vu ce film récemment et très franchement, j'ai beaucoup apprécié que vous aimiez l'univers fantastique en général, que vous aimiez aussi les beaux films en images de synthèse. On voit des vues de Paris dans un univers parallèle fantastique des années 20, mais on voit aussi des images de Londres. Enfin, déjà, je trouve ça très très bien fait, les effets spéciaux sont bien faits. Et puis en plus on a l'intrigue, vous allez voir, des luttes entre le bien et le mal. Et alors la fin est un peu surprenante. Très franchement, je me suis demandé si le film ne nous disait pas en dernier recours que le mal poursuivrait son action, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai compris. Alors allez le voir et puis vous me direz ce que vous avez compris du film. Beaucoup aimé. Alors, vous avez aussi le film Da Vinci Code, d'après le roman de Dan Brown, qui parle moins spécifiquement des Illuminati comme Anges et Démons, mais qui parle plutôt du prieuré de Sion, des Templiers, de l'ordre catholique secret de l'Opus Dei, qui a d'ailleurs longtemps demandé avant la sortie du film que son nom ne soit pas cité dans le film par crainte pour son image. Donc voici le synopsis. Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est appelé d'urgence en France au musée du Louvre. Le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé derrière lui de mystérieux symboles. Avec l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices convergent vers une organisation religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret capable d'anéantir un dogme bimillénaire. De Paris à Londres, puis en Écosse, Robert et Sophie vont tout tenter pour déchiffrer le code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements mêmes du christianisme. Donc le film est vraiment pas mal, hein. Bon, là aussi c'est pas pareil que le livre, mais vraiment vous passerez un bon moment, ça c'est clair. Vous avez aussi le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Alors ça fait partie des films, je crois, sortis par Disney, qui sont à la fois, qui étaient faits pour un public enfant, mais pas seulement en fait, hein. Aussi bien les adultes que les enfants peuvent les voir, et il est intéressant à bien des égards. Voilà le synopsis. Benjamin Gates, dit Ben, suit les traces de la famille Gates en voulant mettre la main sur le fameux trésor des Templiers, d'une valeur incommensurable qui aurait été cachée par les francs-maçons durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Toutefois, cette quête n'est pas une mince affaire, car on ne peut atteindre le trésor qu'en suivant un indice aboutissant généralement, lui aussi, à un autre indice. C'est ainsi que Ben et son meilleur ami Riley s'associent avec Ian Hove, un mercenaire, et qu'ils découvrent sur un bateau en Arctique, la Charlotte, un indice qui lui laisse penser que le prochain sera présent au dos de la déclaration d'indépendance des États-Unis. À la suite d'une trahison d'Ian Hove, il décide de la voler, avec l'aide de Riley, dans le but de la protéger et de savoir si le nouvel indice est bien là, où il pense qu'il est. S'ensuit une course aux indices, avec à ses trousses le FBI, ainsi qu'Ian Hove et ses hommes qui souhaitent lui mettre la main dessus. Donc c'est dans ce film notamment qu'il y a la fameuse scène qui a été reprise dans pas mal de vidéos sur les Illuminati ou sur les francs-maçons. On a une surimpression de 2 plans avec le vieillard qui dit à son petit-fils que la franc-maçonnerie a gardé plein de secrets, et il y a son œil qui vient se superposer au haut de la pyramide du plan d'après.
Donc voilà, mais il y a plein d'autres choses très intéressantes dans ce film. Vous avez le film Eyes Wide Shut de Kubrick, qui ne parle pas spécifiquement, ouvertement des Illuminati, mais qui reprend plein d'éléments. Il y a plein de choses étranges d'ailleurs à propos de ce film. On sait bien que Kubrick est mort à la fin du tournage, il me semble, et que le final cut, enfin le montage final, n'aurait pas été réalisé par Kubrick lui-même, enfin n'aurait pas été validé par lui, mais aurait été validé par son assistant. Et selon certains, le film aurait été tronqué de ses éléments les plus importants. Autre chose étrange aussi, c'est le fait que, je sais pas d'ailleurs comment il s'est débrouillé, Kubrick, pour tourner le film, et enfin une des scènes du film, notamment l'orgie sexuelle, enfin une fête qui ressemble vraiment à celle organisée par les Rothschild, et il a réussi quand même à louer un des châteaux des Rothschild pour une scène du film, ce qui est incroyable. Il a réussi à faire jouer Tom Cruise et à l'époque sa femme Nicole Kidman, qui étaient des scientologues, et Kubrick réussit quand même le tour de force de nous parler de toutes ces sectes et sociétés secrètes, qui sont selon lui un énorme danger. Et il avait d'ailleurs réalisé le film à l'époque où sa propre fille, Kubrick, était entre les mains de la scientologie. Donc c'est incroyable qu'il ait réussi aussi à faire tourner Tom Cruise dans le film, parce qu'il critique tout ça. Et voilà, ça parle aussi de aller au-dessus de l'arc-en-ciel, over the rainbow, toute cette symbolique illuminato-sataniste. Voilà, donc quel est le pitch du film? Drame érotique et mystérieux, l'histoire narre la nuit d'errance du docteur Bill Hartford dans et autour de New York. Voulant d'abord tromper sa femme, elle-même tentée par l'adultère, il assiste à une orgie sexuelle dont il est chassé. Il découvre alors l'existence d'une société secrète liée aux événements et aux personnages qu'il a rencontrés. Dépassé, il retourne auprès de son épouse sans que leur problème soit résolu. Voilà, film assez mystérieux. Alors, on a le film The Skulls, Société secrète, donc qui est sorti, il y a plusieurs parties, je crois qu'il y a le 1, le 2, qui sont les meilleurs. Il y en a, ouais, il y a aussi The Skulls 3, donc il y en a 3 au total. Mais les meilleurs, je crois que c'est le 1 et le 2. Ça, c'est un film qui ne parle pas spécifiquement des Illuminati, enfin qui n'utilise pas le terme, mais qui parle des Skull and Bones. Donc, on est vraiment dans l'influence des Illuminati, c'est assez clair. Donc, quel est le synopsis? Luke McNamara voit sa vie d'étudiant bouleversée lorsqu'il reçoit un appel téléphonique invitant à rejoindre une société secrète qu'il décriait jusqu'alors, les Skulls. Un avenir brillant semble alors s'ouvrir à lui, mais Luke va découvrir qu'il a un prix à payer. Alors l'intérêt de ce film, c'est qu'il nous montre l'université de Yale, qui abrite véritablement dans la vie réelle la secte des Skull and Bones, qui est inclus dans l'université de Yale, et dont fait partie l'élite des étudiants. Et il nous montre comment se passent les initiations. Donc film intéressant, rien que pour ça. Alors, on a aussi le film V pour Vendetta. Alors, je sais pas trop pour moi si ça parle d'anarchisme ou d'Illuminati, mais d'une certaine façon, ça se rejoint. Donc le principe même de vendetta, donc de vengeance, pour moi, je le vois beaucoup comme le retour de ce qui était autrefois les Templiers. Je vois vraiment le film V pour Vendetta, et de même que le mouvement Anonymous, qui s'en est suivi, comme une vengeance de l'esprit de ce qui était autrefois les Templiers, et qui sont peut-être transformés ou retrouvés dans les Illuminati tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Voilà, une vengeance des Templiers qui attendait son heure, qui avait été spoliée par l'Église catholique au Moyen-Âge, et dont les représentants, notamment Jacques de Molay, avaient été brûlés sur le bûcher. Voilà, pour moi, la mouvance des Templiers, d'une façon générale, a cherché au long de l'histoire à se venger quand elle en avait l'occasion, notamment en 1789, lors de la Révolution, peut-être aussi en 1968, mais bon, à vérifier. Et ils ont effectué aussi un grand retour, et notamment pour moi à partir de 2006, de façon visible dans les médias de masse, notamment le cinéma, avec ce film V pour Vendetta. Donc l'action se situe à Londres, dans une société dystopique, où un combattant de la liberté se faisant appeler V cherche à mettre en place un changement politique et social, en menant une violente vendetta personnelle contre le gouvernement fasciste en place. La critique a perçu des correspondances avec le roman 1984 de George Orwell, à propos de la société dystopique et du pouvoir politique dépeint, mais aussi avec les romans Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas et Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Donc voilà, film évidemment intéressant à bien des égards. On a le film Brasil, réalisé par Terry Gilliam, sorti en 1985. Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail et de sa petite vie tranquille,
tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald Buttle en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre un système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident. Donc pour moi, ce film, il est à mi-chemin entre Soleil Vert et 1984. Vraiment, c'est le même type d'univers. Et il faut absolument que vous le voyez. Voilà, on va pas dire que c'est un film avec de la bonne humeur, mais il dénonce pas mal les choses. On a aussi le film La Cité des Enfants Perdus, donc de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 95. Il parle peut-être pas spécifiquement des Illuminati, mais il faut voir toutes les références subtiles qui sont faites, et il faut savoir lire entre les lignes, entre guillemets. Voici le résumé. À une époque indéterminée, dans une société steampunk, au large d'une ville portuaire, Crank vit sur une plateforme entourée de mines. C'est un vieil homme issu des expériences d'un scientifique disparu, comme les clones qui l'entourent et d'autres créatures ratées. Crank est dépressif car il ne peut pas rêver. Aussi fait-il appel à une organisation criminelle, les Cyclopes, afin d'enlever des enfants dans la ville dans le but de leur voler leurs rêves. Hélas pour lui, même quand il s'immisce dans les rêves des enfants sous la forme d'un Père Noël, il n'y trouve que des cauchemars. Miette, une petite voleuse débrouillarde exploitée par deux sœurs siamoises aussi cruelles que cupides, s'allie avec Wan, un costaud de foire, afin de retrouver Denré, le petit frère de Wan que Crank et ses sbires ont enlevé. Donc ce film assez original, donc avec des costumes de Jean-Paul Gaultier. Dans ce film, vous allez voir notamment une espèce de statue monstre qui enlève les enfants et qui est représentée par un œil, donc de Cyclope, donc qui rappelle beaucoup la symbolique Illuminati. Et il y a notamment aussi une scène dans une foire avec un homme qui parle du monde des aveugles et du monde de ceux qui voient, et qui parle en fait de nouvel ordre mondial et comme quoi ils ont besoin de recruter des gens qui voient. Enfin, faut vraiment lire entre les lignes. Je me souviens plus du dialogue exactement, mais très très intéressant. Et on a notamment l'acteur Ron Perlman, qui a joué dans pas mal de films sataniques notamment. Donc beaucoup d'éléments intéressants. Alors on a aussi le film The Game de David Fincher, sorti en 97, avec Michael Douglas et Sean Penn notamment. Il fait aussi partie de mes films favoris, donc qui ne parle pas spécifiquement des Illuminati, mais pour moi la société décrite dans le film, qui est une société privée dont le but est de divertir les plus riches, en mettant en place des jeux qui se mêlent à la réalité, pour moi le film est tout en symbolique, et notamment la fin, je vous la raconte pas, mais pour moi ça s'apparente beaucoup à la chute de Lucifer sur Terre, plein d'éléments métaphoriques qui sont intéressants. Donc voici le synopsis. À San Francisco, Nicholas Van Norton, Michael Douglas, va fêter ses 48 ans. 48 ans, c'est aussi l'âge auquel son père a mis fin à ses jours. Il semblerait que rien ne puisse perturber la vie organisée de cet homme d'affaires richissime, avide de pouvoir, froid, distant et triste. Mais c'est sans compter son petit frère, Conrad Van Norton, Sean Penn, ancien toxicomane, qui passe sa vie à ne rien faire sinon à dépenser son argent. Conrad va lui offrir un cadeau original pour son anniversaire, une carte de visite d'une société d'organisation de spectacles, la Consumer Recreation Services, CRS, que Nicolas est prié d'appeler Conrad, explique à Nicolas, dès qu'il les aura appelés, le jeu viendra à lui. On a le film L'homme qui voulut être roi, The Man Who Would Be King, réalisé par John Huston, d'après la nouvelle du même titre de Rudyard Kipling, qui était lui-même un franc-maçon. Donc ce film n'utilise pas le terme d'Illuminati, mais pour moi, on parle. Alors, il parle surtout de la franc-maçonnerie, mais étant donné qu'on fait référence à l'œil, et une espèce de confrérie de l'œil située dans ce qui pourrait être le Tibet, pour moi, ce film parle des Illuminati. Donc je vais vous lire le synopsis. Aux Indes, Daniel Dravotte et Peachy Carnehan, deux amis britanniques, anciens militaires, francs-maçons et surtout aventuriers déterminés et peu scrupuleux, caresse un rêve fou, entrer au Kafiristan, un pays légendaire où aucun Européen n'a mis la pied depuis Alexandre le Grand, et en devenir le roi. Avec l'aide d'un journaliste anglais, qui dans le film, mais non dans la nouvelle, est Rudyard Kipling, ils parviennent à entreprendre le périlleux voyage. Dans son bureau du journal The Northern Star, Kipling reçoit la visite d'une épave humaine, en haillons et à moitié fou, qui se présente comme celui qu'il a jadis connu sous le nom de Peachy Carnehan. Peachy raconte à Kipling comment, avec Daniel Dravotte, il est arrivé au Kafiristan, province de l'Afghanistan, où ils sont devenus des dieux, ont régné et ont fini par tout perdre. Quelques années plus tôt, Daniel Dravotte et Peachy Carnehan ont rendu visite à Kipling dans son bureau.
Ils y ont consulté des cartes et des encyclopédies et ont signé devant Kipling un contrat, les obligeant à être loyaux l'un envers l'autre et à se tenir à l'écart de l'alcool et des femmes tant que leur but ne serait pas atteint. Puis ils sont partis vers le nord, franchissant la passe de Khyber, pénétrant par des régions inexplorées au Kafiristan, littéralement le pays des étrangers. Ils rencontrent par hasard un Gurkha qui se fait appeler Billy Fish, nom qui lui a été donné par son régiment parce que plus prononçable, seul survivant d'une expédition cartographique disparue des années auparavant. Billy parle l'anglais parfaitement, ainsi que la langue locale, et c'est ainsi qu'il aide Carnehan et Dravot dans leur ascension vers le trône en tant qu'interprète et guide des coutumes locales. Ils offrent leurs services comme conseillers militaires, aidant un village puis un autre à triompher de leurs ennemis pour s'en faire des alliés. Au cours d'une bataille, Dravot reçoit une flèche en pleine poitrine, mais continue à se battre. Les indigènes le croient alors immortel. En fait, la flèche a été arrêtée par une cartouchière, sous la tunique rouge de Dravot, où elle est restée plantée. Dravot et Carnehan décident de ne pas détromper les indigènes, leur superstition pouvant les aider à parvenir à leur fin. Plus tard, leurs exploits étant parvenus aux oreilles du grand prêtre, ils sont convoqués dans la ville sainte de Sikandergul. On découvre sur la poitrine de Dravot la médaille maçonnique que lui avait offerte Kipling, dans laquelle les indigènes reconnaissent un symbole gravé dans une pierre qu'ils attribuent à Alexandre le Grand, Iskander. Dans une variante du culte du cargo, ils prennent Dravot pour le fils d'Alexandre, revenu parmi son peuple, et il est couronné roi. Dravot prend son rôle au sérieux. Il rend la justice, entreprend de moderniser le pays avec l'aide de Carnehan et de Billy Fish, et se voit à la tête d'un empire. Les mois passent et Pichi Carnehan songe à quitter le pays en emportant sa part du fabuleux trésor de Sikandergul. Et Dravot, qui entretient des rêves de grandeur, est décidé à rester et à faire son métier de roi. Ayant décidé, contre l'avis de son ami, de prendre femme pour fonder une dynastie, il jette son dévolu sur la belle Roxane. Pichi Carnehan accepte d'attendre le mariage pour partir. Mais Roxane, comme ses compatriotes, craint qu'une mortelle ne puisse survivre au commerce d'un dieu, et quand Dravot la prend dans ses bras pour l'embrasser devant la foule de ses sujets, elle le mord jusqu'au sang. Il apparaît alors que Dravot n'est après tout qu'un homme. Dravot, Carnehan et Billy Fish s'enfuient, poursuivis par la foule. Billy se lance bravement dans la mêlée, sabre au clair, et succombe bientôt sous le nombre. Dravot et Carnehan sont pris. Dravot est envoyé, couronne sur la tête, au milieu du pont de cordes qu'il a fait construire au-dessus d'un ravin profond. Les cordes sont coupées et il tombe dans le précipice. Carnehan est crucifié, mais survit et il est libéré. Il repart en Inde où il retrouve Kipling, à qui il montre la tête de Dravot qu'on lui a permis d'emporter, encore ornée de la couronne du Kafiristan. Donc ce résumé ne dit pas grand-chose des références occultes, maçonniques et Illuminati, mais elles sont bien présentes, et notamment vous verrez, mais ce qui a fortement attiré mon attention, c'était cette statue en fait d'un ancien culte qui reprend les symboles francs-maçons Illuminati, et donc on comprend qu'il y aurait eu un culte millénaire qui existe depuis des milliers d'années, et qui a notamment comme symbole le delta avec l'œil qui voit tout. Donc dans ce film, il y a Sean Connery et Michael Caine, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Alors entre parenthèses, Michael Caine, par la suite, a vraiment joué dans beaucoup de films à symbolique de près ou de loin Illuminati, notamment dans des films de magie. C'est un spécialiste des films de magie. Regardez sa filmographie à Michael Caine, mais il joue dans beaucoup de films à symbolique occulte. Et pour moi, ça a un sens. Il y a certains acteurs, vous vous apercevrez, qui jouent toujours dans des films qui ont un sens cher à leurs yeux. Alors, est-ce qu'eux-mêmes font partie de ces organisations? En tout cas, je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, à propos de magie, on a bien évidemment le film Insaisissable, donc il y a le 1, le 2 notamment. Ce film parle d'une équipe de magiciens, en fait, qui décident de faire des tours de magie, notamment, entre autres pour braquer une banque, etc. Enfin, peu importe l'histoire du film, mais tout ce qu'il y a autour et tout ce qui est symbolisé dedans est très intéressant. Donc, notamment, ils ont des cartes de magie où il y a l'œil qui voit tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, à un moment, on a des lumières qui cadrent dans le ciel et on voit aussi l'œil qui voit tout. Et on a aussi ce fait extrêmement intéressant que le scénario est de Ed Solomon et Boaz Yakin. Moi, je trouve ça très intéressant parce que d'une part, ça peut être des pseudonymes. À Hollywood, il y a beaucoup de pseudonymes. Et Solomon et Boaz Yakin, c'est très intéressant quand vous voyez ça dans les crédits parce que ça fait référence à la symbolique maçonnique. Solomon, ça fait référence au temple de Salomon. Et
Boaz et Yakin sont les deux colonnes qui se situent dans les temples maçonniques. La colonne B et la colonne J ou Y. Boaz et Yakin, qui font référence aussi à l'entrée du temple de Salomon. Donc, pour moi, c'est très 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 révélateur que, comme par hasard dans ce film, on est à la fois le delta lumineux, l'œil qui voit tout, un peu de magie, et puis ces termes de Salomon, Boaz et Yakin. Donc, je vais pas forcément vous lire le synopsis parce que ça n'a pas grand chose à voir, mais toute la symbolique est Illuminati. Ah oui, et notamment aussi le terme de cavalier. Et à un moment, on a Morgan Freeman qui appelle les cavaliers du monde entier à se réunir pour œuvrer, enfin je sais plus, mais il faut vraiment lire entre les lignes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Adam Weishaupt, qui était le dirigeant des Illuminés de Bavière, parlait de cavaliers lorsqu'il voulait recruter des adeptes. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes dans ce film. Vous avez aussi le film La Fraternité ou la Mort, donc en anglais The Brotherhood of the Bell, que je vous ai mis sur ma chaîne, parce qu'il fait partie du domaine public. Il était très peu, il n'était même pas réimprimé en DVD, il est très dur à trouver. Et je vous ai même fait les sous-titres moi-même sur cette chaîne, donc je vous invite à le regarder. Donc voici le résumé. 22 ans après avoir été initié dans la société secrète connue sous le nom de Fraternité du Clocher, ou le Clocher, le professeur Andy Patterson, Glenford, est convoqué pour parrainer une nouvelle recrue, Philip Everest Dunning, Robert Pine. L'initiation a lieu dans la chambre secrète du clocher, située dans la maison de la fraternité Beta Epsilon Lambda de l'université Saint George à San Francisco, au lever du jour. Patterson est reçu froidement par le surveillant des lieux, Weber, qui le conduit vers la bibliothèque pour retrouver son propre initiateur, Chad Harmon, Dean Yeager, de San Francisco, membre depuis 40 ans. L'initiation a lieu précisément devant un clocher géant, au centre des pointes d'un compas dessiné sur le sol. Philip Dunning a étudié des articles et lettres donnés par la fraternité durant toute la nuit. Il reçoit ensuite pour instruction de les remettre à Harmon pour être détruits. Il jure le secret et rejoint sa place à l'est du compas pendant que Aaron se met au sud, Patterson à l'ouest et enfin Weber au nord. Les 4 hommes récitent le sermon de loyauté secret qui se termine par le tintement de la cloche. En quittant les lieux, Chad Harmon donne à Patterson une carte de visite avec une adresse à rejoindre avant de voler pour Los Angeles. Dans une conversation avec son nouvel initié, il insiste sur le fait qu'il fait désormais partie, non d'un simple club, mais de l'establishment. Lorsqu'il arrive à l'adresse de la carte, il trouve une maison inhabitée dont les meubles sont couverts de poussière. Un grand homme grisonnant lui demande la carte et lui remet en échange 2 enveloppes. L'une contient des instructions et l'autre le matériel pour les réaliser. On lui ordonne de n'ouvrir les enveloppes qu'1 heure après avoir quitté les lieux. Chad Harmon dîne dans son bureau lorsque Patterson surgit. Lorsqu'ils sont seuls, Patterson lui parle alors de sa mission. Un collègue, le docteur Konstantin Horváth, doit être empêché de prendre le poste de doyen du département de linguistique d'une faculté de l'Est des États-Unis. Le matériel consiste en un dossier rempli de photos et CV d'hommes et de femmes originaires d'une nation communiste qui ont aidé Horváth à passer à l'Ouest. Patterson a reçu l'instruction de les envoyer à leur ambassade si Horváth refuse de céder. Cependant, Horváth est un ami proche de Patterson et de sa femme. Harmon doit calmer Patterson et lui conseille de jouer sur ses sentiments pour éviter de devoir recourir au chantage direct. Patterson accepte bon gré mal gré et va voir Horváth avant une conférence du soir. Le docteur Horváth refuse de céder, aussi Patterson lui montre le dossier, ce qui le terrifie et le pousse à retourner chez lui pour se donner la mort. Monsieur et Madame Vivian Patterson, Rosemary Forsyth, sont plus tard réveillés par la police qui enquête sur le suicide du docteur. Quand la police s'en va, Patterson révèle tout à sa femme. Elle lui suggère de demander conseil à son père, Harry Masters, Maurice Evans. Ces 2 derniers rencontrent un certain Thaddeus Burns, supposé être un agent des Federal Security Services. Ils se rencontrent dans un bureau. Patterson remet le dossier à Burns sur son insistance. Constatant que ces événements restent sans suite, Patterson retourne au bureau. Un agent nommé Shepard, Dabney Coleman, l'informe à son grand étonnement qu'il n'existe aucun agent Burns ni aucune référence au dossier. Harry Masters, contacté par Shepard, nie l'existence de l'entretien et explique que Patterson fait une dépression et a besoin d'un psychiatre. Enfin, lorsque Patterson se rend chez Harry Masters, son beau-père, il le trouve justement avec un psychiatre. Il s'en va en remarquant « Vous êtes un satané menteur, Harry ». Patterson découvre par la suite que le département d'économie de son université doit être fermé par le doyen,
professeur Jerry Fielder, William Smithers, pour insuffisance de fonds. Il est en outre mis sur liste noire et ne peut plus travailler comme enseignant. Par la suite, sa femme Viviane le quitte et il réalise que tout ce que la vie lui a donné était en fait lié à son adhésion à la fraternité. Patterson donne une conférence de presse et révèle l'existence de la fraternité et de son contrat sur Horvathy. Chad Harmon nie tout et la police abandonne l'enquête faute de preuves. Le père d'Andrew, Mike Patterson, ingénieur des travaux publics, est ruiné par un contrôle fiscal et meurt d'un accident cérébral à la suite d'une confrontation avec Harry Masters. Patterson entame alors une croisade contre la fraternité. Il se présente à un talk show présenté par Bart Harris. Quand Patterson parle de complot, deux participants un peu excentriques racontent des versions ridicules du même complot. Harris humilie Patterson, l'accusant de faire partie des illuminés connus pour voir des complots partout. Patterson agresse alors Harris et est conduit en prison. Son salut vient étonnamment d'un ami, le professeur Fielder, qui le fait libérer et l'emmène chez lui. Il suggère à Patterson de trouver un autre frère qui pourrait l'aider. Patterson ne pense qu'à une seule personne, le novice qu'il a initié lui-même, Philip Dunning. Il part alors à San Francisco et rencontre son novice dans le dortoir très tôt le matin. Sentant qu'il a échoué, il repart à l'aéroport déçu, mais dans un couloir, il n'entendait pas derrière lui. C'est Dunning qui le rejoint pour retourner à Los Angeles et l'aider comme l'avait suggéré le professeur Fielder. Vous avez aussi le film Complot, en anglais Conspiracy Theory, de Richard Donner, est sorti en 1997. Alors ce film, très intéressant, il parle pas spécifiquement des Illuminati. En fait, il parle de plusieurs complots, à la fois ceux de la CIA, à la fois ceux du complexe militaro-industriel, mais aussi de la trilatérale. Et il nous parle surtout du projet MKUltra. Alors, il faut être très attentif dans ce film parce que vous avez des références dans pas mal de plans, en arrière-plan. À un moment, le héros, donc qui est joué par Mel Gibson, il est chez lui et juste derrière, on voit une affiche de la trilatérale. Je sais plus si c'est la trilatérale ou Bilderberg, mais il y a plein de références dans le film. Donc, il y a Mel Gibson et Julia Roberts qui jouent notamment. Et je vais vous lire le synopsis. Jerry Fletcher est un chauffeur de taxi paranoïaque, fervent adepte de la théorie du complot. Convaincu que de nombreux complots, notamment contre le président des États-Unis, se trament, il passe ses journées à faire part de ses théories à ses clients, ainsi qu'à Alice Sutton, assistante du procureur. Alice, dont Jerry est secrètement amoureux, l'écoute patiemment, mais sans le prendre au sérieux. Un jour, Jerry se fait enlever par des membres d'une mystérieuse organisation. Ces derniers le torturent pour lui faire avouer qui est au courant, ce qui laisse à penser que l'une des théories de complot qu'il a évoquées à ses clients ou à Alice est juste. Or, Jerry ne sait pas de quel complot en particulier il parle, et la question va être de savoir lequel. Jerry parvient bientôt à leur échapper. Poursuivi par différentes branches des services secrets, il va essayer de convaincre Alice qu'un complot se trame. Alice va progressivement se laisser convaincre du fait que les craintes de Jerry ne sont pas totalement infondées et va l'aider à échapper à ses poursuivants. Elle se méfie en particulier de l'un d'entre eux, le docteur Jonas. Lors de leur cavale, Jerry offre un badge à Alice. Par la suite, Alice découvre que dans le cadre du projet MKUltra, Jerry a servi de cobaye lors d'expériences menées par la CIA, visant à manipuler l'esprit des individus et à en faire des meurtriers. Le docteur Jonas était l'un des médecins pratiquant ces expériences. Jerry avait été programmé pour tuer le père d'Alice, qui était juge, mais il n'avait pu se résoudre à le faire, car il était tombé amoureux d'elle. Un autre homme a donc été chargé de tuer le père d'Alice à sa place. Il s'avère également que Jerry est au centre d'une lutte entre deux branches différentes des services secrets, et que ceux qui le poursuivent ne le font pas tous, pour les mêmes raisons. Jonas et ses complices le recherchent, parce qu'il était leur cobaye, et parce qu'ils veulent le récupérer, tandis que des agents tels que Lowry se servent de Jerry comme d'un appât pour retrouver Jonas et le mettre hors d'état de nuire. Alice tombe par la suite amoureuse de Jerry. Elle finit par abattre Jonas après que celui-ci a tiré plusieurs balles sur Jerry, qui est laissé pour mort. En réalité, Jerry a été sauvé de justesse, mais l'organisation pour laquelle travaille Lowry fait croire à son décès, afin que la vie d'Alice ne soit pas mise en danger. Alice comprend que Jerry est vivant lorsqu'elle trouve, accroché à la selle de son cheval, le badge qu'il lui avait offert auparavant. Alors, vous avez aussi la série de TV Joseph Balsamo, créée par Pierre Nivolet, d'après le roman d'Alexandre Dumas. Donc voici le synopsis. Adapté d'un roman d'Alexandre Dumas, cette mini-série met en scène Joseph Balsamo, un sorcier d'origine italienne. Dans cette fiction, qui se déroule sous le règne de Louis XV, ce personnage est chargé par les plus grandes sociétés occultes européennes de renverser la monarchie française. Alors, cette série, dans laquelle il y a notamment Jean Marais, elle est très proche dans ce qui est dit
du roman de Giacometti et Raven, qui s'appelle Les Illuminati, et qui nous raconte l'existence d'une secte très puissante qui se trouvait en arrière-plan de la Révolution française. Donc série très intéressante pour ça. Vous avez le film Assassin's Creed, tiré de l'univers du jeu vidéo. Donc voici le résumé. Callum Lynch est un descendant d'une société secrète, les Assassins. Il est censé être déclaré mort après sa condamnation à la peine capitale par injection létale. Toutefois, il est récupéré par une société du nom de Abstergo Industries, afin que sa mémoire génétique soit exploitée pour retrouver la pomme, un fragment d'Éden qui, selon le docteur Sophia Rekin, permettra de briser le cycle de violence de l'humanité. C'est ainsi que Callum Lynch découvre son ancêtre, le maître assassin Aguilar de Nera, durant la période de l'Inquisition espagnole. Il acquiert par la même occasion des compétences qui lui serviront à affronter dans le présent l'ordre des Templiers. Donc, comme je viens de vous lire, ce film ne parle pas spécifiquement des Illuminati, mais plutôt de Templiers et d'assassins. Vous avez le film L'Agence, dont je vous ai souvent parlé aussi, réalisé par George Nolfi, dans lequel il y a notamment Matt Damon et Emily Blunt. Alors voici le synopsis. Issu d'un quartier populaire et réputé pour sa spontanéité, David Norris est, malgré son jeune âge, favori aux élections sénatoriales de New York. Cependant, une photo où il montre ses fesses au cours d'une soirée d'anciens élèves est publiée dans un journal, ce qui lui coûte la victoire. Alors qu'il s'apprête à prononcer son discours de défaite, il rencontre Élise Sellas, jeune femme avec qui il échange quelques mots et un baiser furtif avant qu'elle ne s'enfuit précipitamment. Le hasard fait que David retrouve Élise dans un bus qu'il n'aurait jamais dû prendre. En effet, selon son plan, une mystérieuse agence avait pour mission de le faire arriver en retard à son travail. Harry Mitchell, un agent de l'agence, aurait dû faire en sorte que David renverse son café en sortant de chez lui, pour l'obliger à remonter, se changer. Arrivé à son travail, ses collègues sont figés comme des statues, et il surprend des membres de l'agence en train de manipuler un de ses amis. Il prend peur et s'enfuit, mais est capturé. Un agent lui apprend alors qu'il existe une agence chargée d'effectuer des ajustements pour que tout se déroule selon un plan écrit par le grand patron. Il lui interdit de révéler l'existence de cette agence, sous peine de se retrouver avec le cerveau effacé. Enfin, l'agent détruit le papier où est noté le numéro de téléphone d'Élise. Une relation entre David et Élise sera en contradiction avec le plan. David se retrouve sans moyen de la contacter. 3 années plus tard, David reconnaît fortuitement Élise dans la rue. Ils vont déjeuner ensemble. L'agence est rapidement au courant, les agents interviennent pour qu'ils se séparent au plus tôt. David, apercevant des agents, se rend compte qu'elle est à l'œuvre. Il fait tout pour revoir Élise, et les agents échouent à l'en empêcher. David et Élise entament une relation amoureuse. Pour le convaincre de mettre un terme à cette relation, un agent lui révèle de plus amples détails sur le futur. S'il continue la relation, il ne deviendra pas un très grand homme politique, et Élise ne deviendra pas une des plus grandes chorégraphes du monde. Cette dernière prédiction décide David à abandonner la relation naissante. 11 mois plus tard, David apprend qu'Élise va se marier. Harry réapparaît et lui révèle qu'on lui avait menti quant au destin qui les attendait. Avec l'aide d'Harry, David intervient au mariage d'Élise et lui fait abandonner ce projet. Ils sont poursuivis quelque temps par les agents et finissent par être rattrapés. Mais un nouvel ordre du grand patron arrive à ce moment-là. Les risques pris par le couple l'ont inspiré. Et puisque cette histoire constituait une déviation importante du plan, il a simplement réécrit le plan. David et Élise repartent alors librement. David demande à Harry, qui a joué un rôle décisif, s'il est le grand patron. Celui-ci répond par la négative, mais ajoute « Vous l'avez probablement déjà croisé. Il aime beaucoup se promener incognito. » Alors, ce film ne parle pas spécifiquement des Illuminati, mais je pense que vous allez le trouver intéressant à bien des égards. Pour moi, j'avoue que je ne sais pas me départager entre le fait que, est-ce que c'est un film sur Dieu, donc le grand patron étant Dieu, et le plan étant le plan divin? Est-ce qu'il s'agit du grand patron pour eux comme Lucifer, donc qui s'apparenterait plutôt au grand architecte de l'univers des francs-maçons? À vous de décider. Dans tous les cas, le principe du film est très intéressant. Et pour moi, il s'agit plutôt d'un film chrétien. Mais regardez-le et dites-moi. Ça peut aussi être un film scientologue. La scientologie est une forme de crypto-christianisme. Donc, bon, c'est compliqué, mais voilà, regardez le film et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on a le film Orange Mécanique, dont l'affiche du film représente un delta, la pyramide, avec un œil. Donc ce film de Kubrick, d'après le roman d'Anthony Burgess.
ne parle pas spécifiquement d'Illuminati, mais pour moi, il reprend vraiment la problématique de l'anarchisme comme réponse à un ordre autoritaire, voire totalitaire. Un petit peu comme dans le film V pour Vendetta. C'est-à-dire que l'anarchisme, donc le fait ce qu'il te plaît, de l'ordre Templi Orientis, l'anarchisme est vu comme une réaction à l'ordre totalitaire, notamment l'ordre carcéral en Angleterre à cette époque. Donc voici le résumé. En Angleterre, dans un proche avenir, Alex Delarge, Malcolm McDowell, jeune délinquant passionné par la musique de Beethoven, qu'il appelle la plupart du temps Ludwig van, spécialement la 9e symphonie, est obsédé par le sexe. Des parties de ça va et ça vient, dit-il, et adepte de la violence, ultra-violence dans son propre jargon. Alex est le chef de sa bande, les Droogs ou Droogies. La bande se compose de Pete, Georgie et Dim. Ils font partie d'une de ces nombreuses bandes de jeunes qui évoluent dans un univers urbain décadent. Ils s'expriment dans un argot anglo-russe auquel l'auteur du roman, Anthony Burgess, a donné le nom de Nadsat, le mot drog faisant ainsi référence au mot ami en russe. Leur boisson préférée est le Molokoplus, le lait en russe, un lait drogué. Une nuit, après s'en être intoxiquée, la bande s'engage dans une nuit d'ultra-violence. Elle commence par tabasser un vieux vagabond, puis se bat contre une bande rivale menée par Billy Boy, qui vient d'agresser une fille. Enfin, elle vole une voiture, une Durango 75, et conduit, au mépris du code de la route, vers la maison de campagne de l'écrivain F. Alexander. Ce dernier est battu avec une telle violence qu'il en restera paraplégique à vie. Masqué à l'instar de ses complices, Alex viole la femme d'Alexander en chantant « Singing in the Rain ». Le lendemain, alors qu'il reste au lit plutôt que d'aller en cours, Alex reçoit la visite de son contrôleur judiciaire, qu'il met en garde contre lui-même et sa violence. Alex n'a que faire de ses remarques et préfère aller chez le disquaire où il aborde 2 filles qu'il emmène chez lui, Sonietta et Marty. Alex couche avec elles dans une scène montrée en accéléré. Après les événements de la nuit, Alex et ses Droogs se retrouvent. Les Droogs lui font partie de leur mécontentement et exigent un partage plus équitable du butin, ainsi que de se lancer dans des vols de plus grande envergure. Alex, sentant son ascendant sur eux lui échapper, attaque par surprise ses comparses et les jette dans un bassin. Cette scène est montrée au ralenti. La nuit suivante, Alex investit le manoir d'une riche femme au chat qui collectionne les œuvres d'art érotiques. Pendant que ses droogies attendent devant la porte, Alex frappe la femme avec une statue en forme de phallus et l'assomme. Entendant les sirènes de police, Alex tente de s'enfuir mais il est trahi par ses droogs. Dim le frappe avec une bouteille de lait au visage, le laissant chancelant et provisoirement aveugle. Alex est interpellé et malmené par la police. À ce moment, M. Deltoïde arrive et annonce à Alex que la femme vient de mourir des suites de ses blessures, faisant de lui un meurtrier et il lui crache au visage. Au tribunal, il est condamné à 14 ans de réclusion criminelle, sous le matricule numéro 655-321. 2 ans plus tard, le ministre de l'Intérieur effectue une visite dans la prison et cherche des volontaires pour expérimenter la technique Ludovico. Dans l'espoir de sortir de prison, Alex se porte volontaire pour tester cette thérapie révolutionnaire d'une durée de 2 semaines, financée par le gouvernement dans le cadre d'un programme expérimental d'éradication de la délinquance. Le traitement est fondé sur un principe semblable à celui des réflexes de Pavlov, consistant en une thérapie par aversion. Il s'agit pendant 15 jours d'emmener Alex attaché à un fauteuil avec un appareillage qu'il force à avoir les yeux ouverts à l'aide d'écarquilleurs, à associer certains stimuli, des scènes de violence ou de sexe projetées sur un écran qu'il est forcé de regarder, aux douleurs provoquées par les drogues qu'on lui administre au cours de ce traitement. Lors d'une des séances est projetée une série de scènes sur l'Allemagne nazie, dont la bande-son est la symphonie numéro 9 de Beethoven. L'admiration d'Alex pour ce chef-d'œuvre musical se mue paradoxalement en une profonde aversion, montrant l'évidente efficacité du traitement. Après 2 semaines de technique Ludovico, le ministre de l'Intérieur organise une démonstration pour prouver qu'Alex est guéri. Ce dernier se révèle incapable de riposter physiquement à l'attaque d'un acteur, qu'il provoque et l'insulte. Alex tombe pareillement malade dès qu'il ressent le désir de violer l'actrice dévêtue, qui se présente devant lui. Bien que l'aumônier de la prison proteste en arguant qu'il n'y a pas de moralité sans choix, le directeur de la prison réplique qu'ils ne sont pas intéressés par les questions d'éthique ou philosophiques, mais seulement par le souci d'enrayer les crimes. Après sa remise en liberté, Alex apparaît totalement inadapté et sans défense face à ses semblables. Toutes ses possessions ont été saisies par la police pour payer les dommages aux victimes, et ses parents ont loué sa chambre à un étranger, qui lui exprime son mépris. En outre, son serpent domestique est décédé durant sa détention. Devenu sans logis, Alex rencontre le vagabond qu'il avait auparavant passé à tabac.
Celui-ci et d'autres clochards lui infligent une sévère correction jusqu'à l'intervention de Dim et Georgie, reconvertis en policiers depuis son arrestation. Profitant de son impuissance, ces deux anciens droguises le noient à moitié tout en le rouant de coups. À bout de force, il se réfugie chez un homme qui s'avère encore être une de ses anciennes victimes, l'écrivain F. Alexander. L'homme a tout fait de ce dernier, Julian, le récupère évanoui à la porte d'entrée. Monsieur Alexander ne reconnaît pas Alex comme son agresseur car ce dernier était masqué lors de l'attaque. Mais il a lu son histoire dans les journaux. Il veut s'en servir comme d'une arme médiatique pour affaiblir le gouvernement en place en dénonçant ses procédés totalitaires. En effet, M. Alexander pense que la technique Ludovico est un pas de plus vers le totalitarisme par la maîtrise des consciences. Alors que M. Alexander appelle au téléphone ses amis conspirateurs, il entend Alex entonner « Singing in the Rain » dans son bain. Le traumatisme de l'agression lui revient en mémoire et il identifie son hôte comme l'un de ses agresseurs. Avec l'aide de ses amis, M. Alexander, qui a drogué le repas qu'il a préparé pour Alex, cherche à lui parler davantage lors du dîner pour cerner les conséquences du traitement de celui-ci. L'écrivain décide de faire d'une pierre deux coups, en utilisant la sensibilité d'Alex à la 9e symphonie pour le pousser au suicide. De cette manière, il compte venger l'agression qu'il avait subie, tout en faisant ensuite attribuer cet acte à la cure critiquée. M. Alexander drogue Alex et l'enferme dans une chambre à l'étage et fait jouer la 9e symphonie à travers le plancher. Alex finit par se jeter par la fenêtre, mais la tentative de suicide échoue et il est finalement sauvé et pris en charge par le ministre de l'Intérieur. Alex se réveille à l'hôpital. Les médecins lui font subir une série de tests psychologiques. Il s'avère que la chute a fait disparaître toute son aversion à l'encontre de la violence. Le ministre de l'Intérieur arrive dans la chambre du convalescent, s'excuse et lui apprend que M. Alexander a été mis à l'abri. Il lui offre ensuite de prendre soin de lui grâce à un travail bien rémunéré. En contrepartie, Alex doit devenir le chargé des relations publiques du parti, au pouvoir, en vue d'atténuer l'image déplorable du gouvernement auprès des électeurs à la suite de cette affaire. Comme signe de bonne volonté, le ministre fait installer une chaîne stéréo dernier cri, jouant la 9e symphonie dans la chambre d'hôpital. Tandis que la presse immortalise l'événement, Alex visualise un fantasme où il copule avec une femme, dans la neige, entouré d'une foule vêtue à la mode, en vogue à l'époque de Beethoven. Malgré ses pensées lascives et la musique du compositeur allemand, il ne ressent plus aucune douleur physique. Alex conclut en voix off « Ah oui, j'étais guéri pour de bon ». Donc, j'avais oublié de vous dire que, pour moi, ce film parle des expérimentations MKUltra, expériences de contrôle de la pensée sur des victimes parfois non consentantes. Et dans le fond, et il parle bien sûr aussi de l'univers carcéral totalitaire à cette époque, et notamment des QHS, des quartiers haute sécurité ou équivalents dans les pays anglo-saxons. Et dans le fond, on ne sait pas si le film est une apologie de la liberté, de l'anarchie, ou une apologie des traitements chimiques imposés aux malades mentaux. On ne sait pas trop, étant donné que le film finit sur « Oui, j'étais guéri pour de bon », alors qu'on comprend qu'il repense à nouveau au sexe et à la violence. Donc on se demande qu'est-ce qui est mis en avant par Kubrick. Est-ce que c'est le fait de se rebeller contre les gouvernements totalitaires qui essayent d'emprisonner l'individu, ou est-ce que c'est faire une promotion indirecte des projets du genre MKUltra? Voilà, à vous de décider en regardant le film. On a aussi le film Tomb Raider, qui nous parle des Illuminati. Donc voici le synopsis. Lara Croft, une aventurière, hérite d'une mystérieuse horloge de son père, un grand archéologue. Celle-ci pourrait être l'horloge recherchée par une organisation secrète, les Illuminati, et contiendrait un artefact qui aurait le fabuleux pouvoir de contrôler le temps et l'espace. Donc là, je parle du premier film tiré du jeu, qui est sorti en 2001. Alors oui, par rapport au film Orange Mécanique, ça m'a fait penser aussi à un autre film, le film The Manchurian Candidate, ou Un crime dans la tête, de John Frankenheimer, sorti en 62. Donc voici le synopsis. Raymond Shaw est un médaillé de la guerre de Corée pour fait d'armes. Cependant, Bennett Marco, commandant à l'époque le peloton de Shaw, a des doutes sur ses exploits. De plus, il est assailli de cauchemars troublants qui vont l'amener à enquêter avec la CIA et le FBI sur Raymond Shaw. Qui est réellement celui-ci? Adulé ou haï par ses hommes? Héros de guerre ou agent communiste infiltré aux États-Unis? Tueur de sang-froid ou psychopathe manipulé par une mère abusive? Ou tout cela à la fois? Donc ce film nous parle notamment d'expérience de lavage de cerveau qui rappelle le projet MKUltra. Donc voilà, ça ne parle pas spécifiquement des Illuminati,
mais plutôt de la manipulation mentale. Et enfin, on a également le film 1984 que j'ai abordé tout à l'heure. On y retrouve évidemment là la célèbre adaptation du chef-d'œuvre de la littérature écrit par George Orwell. Certains y voient une prophétie des complots Illuminati sur le monde. Le film reprend donc les axes du livre, mettant en scène une oligarchie dominante exploitant le monde et contrôlant tout, même les opposants politiques. On peut aussi y voir les simulacres, chimères et manipulations que brandissent ces oligarchies pour assouvir leur domination. Et enfin, on a aussi un de mes films préférés, Invasion Los Angeles, de John Carpenter. Sous ses airs de petits films d'exploitation de science-fiction des années 80, Invasion Los Angeles, dont le titre original They Live, les moins vendeurs mais plus parlants, est une bombe totale. Bien qu'il ne recourt pas forcément à des symboliques particulières, Carpenter décrit un monde dirigé par des extraterrestres mêlés aux humains, qui sont la représentation des oligarques et des Illuminati. Ainsi, à travers des lunettes spéciales, John Nada découvre le vrai sens des slogans publicitaires qui l'entourent. Une véritable charge contre notre monde libéral et un film inquiétant qui interroge sur qui dirige le monde. Voilà, donc c'était un bon film pour clôturer cette vidéo. Donc je vous ai mis les liens de tous les films dans la description. Et j'en ai peut-être oublié, dites-moi, n'hésitez pas à me suggérer si vous voyez d'autres films qui parlent de près ou de loin des projets des Illuminati. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.